Bonjour à tous, merci de nous retrouver en direct sur le Figaro Live. La loi bioéthique est examinée à l'Assemblée nationale depuis le 24 septembre dernier et l'article 1 de cette loi permettant l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules a été adopté par les députés. Alors l'extension de la PMA à toutes les femmes est-elle un progrès? Faut-il y voir une négation du père comme l'accusent et le dénoncent les opposants? Ou est-ce un pas vers la GPA, la gestation pour autrui? Toutes ces questions font partie du débat que nous animons aujourd'hui en présence de nos deux invités. La première, Aude Mirkovic. Bonjour madame. Vous êtes juriste en droit privé et porte-parole de l'association des juristes pour l'enfance. Vous avez publié La PMA, un enjeu de société qui est édité chez Artege. Et vous avez en face de vous notre deuxième invitée, Valérie Depade. Vous êtes également juriste en droit privé, également conseillère de l'espace éthique en Île-de-France, spécialisée dans le domaine de la biomédecine. Vous vous intéressez spécialement à la PMA, ses incidences sur le droit de la famille ainsi que la gestion de la fin de vie. Vous aussi qui nous suivez, vous participez au débat. À votre avis, la PMA pour toutes est-elle un progrès? On attend vos réponses sur Twitter et vos commentaires sur la PMA. On les attend aussi. Ils nous intéressent également sur les réseaux sociaux du Figaro. Avant de débattre sur le sujet de la PMA pour toutes, je vous propose qu'on regarde ensemble un sujet préparé par Stéphane Folzer. On se retrouve juste après. Le projet de loi est prêt. Il autorise le recours à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Le 27 septembre 2019, l'Assemblée nationale vote une révision de la loi de bioéthique qui modifie l'accès à la PMA. Nous parlons d'une rupture anthropologique. Nous pensons qu'il y a des risques qu'on ne peut pas négliger. Alors qui aura désormais accès à cette technique et qu'est-ce qui va changer dans notre droit pour s'y adapter? L'extension de la PMA aux couples de femmes était à l'origine prévue dès 2013 par François Hollande. On veut vraiment la PMA pour les couples de lesbiennes dans la loi sur le mariage pour tous. Devant l'ampleur inattendue de la mobilisation contre le mariage pour tous, cette disposition est retirée du texte final. PMA signifie procréation médicalement assistée. On parle aussi d'AMP, assistance médicale à la procréation. C'est une technique médicale qui se substitue à l'incapacité pour un couple d'avoir une descendance. Parmi les techniques existantes, on trouve la fécondation in vitro. Ici, les gamètes mâles et femelles sont fécondés en laboratoire, puis implantés dans l'utérus. La GPA, ou gestation pour autrui, fait partie des PMA. Une femme accepte de porter un embryon issu de gamètes de donneurs, auquel elle remet l'enfant après la naissance. Enfin, l'insémination artificielle, technique la plus simple et la plus courante, revient à injecter directement dans l'utérus le sperme d'un donneur. En France, seule la fécondation in vitro et l'insémination artificielle sont légales. Les AMP ou PMA sont le résultat de combinaisons entre ces deux techniques. La procréation médicalement assistée peut induire des gestes intrusifs, des interventions qui sont d'ordre chirurgical, même d'acharnement procréatif. On voit le nombre très relatif des résultats, 30 et 35% de réussite, après des tentatives multiples, et dans des contextes humains dont on ne dit pas à quel point ils sont accablés. Se mettre en danger, mais oui, on se met en danger de toute façon en faisant PMA. On se met en danger, prendre des hormones, c'est pas anodin. Une assimilation, une dépression, une assimilation, une dépression. On est dans un contexte qu'il ne faut pas idéaliser. Jusqu'ici, l'AMP était réservée en France aux couples hétérosexuels infertiles. Le CCNE, en tant que tel, recommande dans ce texte l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules. L'avis du comité d'éthique donne le feu vert au gouvernement pour lancer le projet de loi. Il prévoit finalement l'accès à la PMA pour les couples de femmes et pour les femmes seules, le remboursement de ces PMA par la sécurité sociale. Enfin, la conservation des ovocytes est autorisée pour toutes les femmes jusqu'à leur quarantaine. On dit qu'il y aura aux alentours de 2200 femmes qui aspireront à bénéficier de ces techniques. On se mobilise sur des sujets qui semblent bouleverser totalement la société. Entre guillemets, on est quand même dans quelque chose de très limité. PMA, GPA, on n'en veut pas. Le principal changement vient du fait que la conservation des ovocytes et la PMA seront désormais accessibles à une personne alors même qu'elle n'est pas infertile. Aujourd'hui, ce qui était de l'ordre de la stérilité biologique ou physiologique est considéré comme équivalent à ce qui est de l'ordre de la
stérilité sociétale. J'ai envie d'épouser ma fiancée, j'ai envie d'avoir des enfants avec elle et j'ai envie que le pays où je suis, où je cotise, où je travaille me donne ce droit-là. Certains médecins se posent effectivement la question d'une forme d'instrumentalisation de leur pratique, en disant que leur vocation, c'était d'essayer de guérir. La même question, elle se posait avec la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse. C'est là où il a eu la possibilité d'être reconnu dans une cause de conscience. Certains médecins demandent la création d'une clause similaire pour la PMA. Ils soulèvent d'autres objections. Finalement, on manque d'études scientifiques. L'assistance médicalisée à la procréation intervient dans les années 80 et on se rend compte quelques années plus tard que ces enfants sont en situation de crise. Et même des psychanalystes disent que l'enfant à qui on n'a rien dit ressent quelque part un manque et a besoin un peu de connaître ses origines. L'accès aux origines et la filiation. C'est sur ces questions-là que se porte le débat lors de l'examen du texte en commission. Et les députés se heurtent à un problème. Comment reconnaître sur le plan juridique la filiation entre un enfant né de PMA et un couple de femmes? C'est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux. Le ministère de la Justice avait imaginé un premier système. Il était jugé discriminant par les associations LGBT et contesté par certains députés au sein même de la majorité. Le gouvernement revoit donc sa copie et met en place un système de reconnaissance anticipée lors d'une PMA pour femmes. C'est-à-dire qu'elles iraient devant le notaire pour dire leur volonté de devenir mère. Après la naissance, elles iraient devant un officier d'état civil avec ce document, cette reconnaissance conjointe anticipée, pour être inscrites toutes les deux comme mères sur l'acte de naissance. Contrairement à ce qui était prévu à l'origine, la PMA ne sera pas mentionnée dans l'acte de naissance. La filiation pour les couples de femmes dépendra du même article dans le Code civil que pour les couples hétérosexuels. Le projet de loi prévoit un autre bouleversement majeur. Une des vraies révolutions du texte, c'est l'accès aux origines. Les enfants qui sont nés d'une PMA avec un don de gamètes pourront, s'ils le souhaitent, connaître l'identité du donneur à leur majorité. Ils pourront accéder soit à des données non identifiantes, c'est-à-dire la profession du donneur, un petit descriptif, soit à des données identifiantes, donc son nom. Une évolution qui risque de faire baisser le nombre de donneurs déjà très faible. Aujourd'hui, pour les dons de sperme, il y a environ 360 donneurs par an. C'est tout juste suffisant pour combler les demandes des couples hétérosexuels. On estime qu'il faudrait peut-être le double de donneurs. Ça pourrait créer effectivement une situation de pénurie de gamètes, mais le gouvernement devrait assortir son projet de loi de campagne pour inciter aux dons. Autre solution, rémunérer les dons de sperme ou d'ovocytes. Ça existe en Espagne par exemple, pour les donneuses d'ovocytes. Ça a été évoqué à l'Assemblée nationale en commission durant les auditions. Mais ce n'est pas du tout dans les projets du gouvernement. Et ce serait vraiment une grosse rupture avec les principes éthiques français. On cherche à maintenir une éthique à la française qui, à mon avis, aura du mal à résister à l'épreuve, j'allais dire, de pression, qui ne sont pas que des pressions d'ordre idéologique, mais aussi financières. Le marché de la procréatique aux États-Unis, c'est 3,3 milliards d'euros. On savait qu'on faisait quelque chose d'illégal en France, mais qu'on faisait quelque chose de légal aux États-Unis. Des pays n'ont pas partagé les mêmes points de vue ou les mêmes valeurs que nous par rapport, ne serait-ce qu'à la procréation médicalement assistée ou même à la GPA. C'est une des principales craintes des opposants, qui évoque une théorie des dominos. Les opposants au Pacs agitent des menaces. Ce texte, a-t-on pu lire ici ou là, préparerait des évolutions plus fondamentales de notre droit. Je laisse ces conjectures à ceux qui se complaisent dans les fantasmes. Mariage pour tous, adoption pour tous. Le mariage pour tous a été voté. Il n'y aura pas de PMA. PMA pour toutes. La GPA demeurera un interdit absolu. GPA. On est dans un contexte international de dérégulation qui, d'une certaine manière, a peu à voir avec nos considérations morales. Valérie Depadt, je me tourne vers vous. Une réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre et de visionner? Oui, bon, ce que je viens de visionner m'a
Voilà, je trouve que c'est un bon résumé de ce qui se passe en ce moment. Maintenant, il y a plusieurs sujets abordés. Vous souhaitez que je réagisse sur chacun? Non, je avoir votre opinion là, en l'état, sur l'ensemble de ce que vous venez de voir. Et après, je trouve que ça résume très bien l'évolution qui se joue en ce moment. Aude Mirkovic. Oui, aussi, et je voudrais juste ajouter que, en effet, la PMA pour les femmes accapare pas mal le débat, mais que le projet de loi, en supprimant la condition d'infertilité médicale actuelle de la loi, ouvre la PMA non seulement aux femmes célibataires et aux couples de femmes, mais en réalité à tout le monde. On ne parle pas seulement de la PMA pour toutes, mais pour tous, y compris les couples fertiles, hommes-femmes fertiles, qui auront accès à la PMA, qui sont numériquement les plus nombreux, et qui constitue la cible réelle du grand marché de la procréation qui est derrière ce projet. Donc la PMA pour les femmes, en fait, je pense qu'elle s'inscrit dans un ensemble beaucoup plus vaste, qui est la généralisation de la procréation artificielle. Donc on y reviendra tout à l'heure un peu plus en détail. Est-ce que c'est un progrès, selon vous, cette PMA pour toutes, comme on l'appelle désormais, Aude Mirkovic? Non, hélas, ce n'est pas un progrès, sinon je m'en réjouirais. C'est une régression dans les droits de l'enfant, c'est-à-dire que la loi va délibérément interdire à certains enfants toute possibilité de rechercher leur lignée paternelle, de rechercher leur père. Et ça nous ramène à la situation du 19e siècle où les enfants nés hors mariage n'avaient pas d'action en recherche de paternité. Je ne vois pas là l'ombre d'un progrès, malheureusement, mais au contraire, un retour en arrière dans les droits de l'enfant. Alors, Valérie? Oui, évidemment, je ne partage pas cette opinion. Pour moi, c'est un projet qui s'inscrit dans un mouvement social beaucoup plus large. La famille a changé, les femmes ont changé, la société était prête. Et c'est presque un ajustement, parce que de toute façon, des enfants élevés dans des couples de même sexe, ça fait des dizaines d'années qu'il y en a, que ça se passe bien. Les femmes devaient se rendre en dehors de nos frontières pour le faire. Et en même temps, le système français leur permettait tout à fait ensuite d'adopter l'enfant de la mère. On a fait les choses pour que ces enfants soient sécurisés. Donc pour moi, c'est presque un ajustement, vous voyez, un non-sujet. Je crois que la société est prête, elle l'a fait savoir, et le législateur ne fait finalement qu'entériner ce qui existe et permettre que ça se réalise en France dans un cadre légal. Aude Mirkovic, quand Agnès Buzyn affirme que la PMA pour toutes est une adaptation du droit à la société telle qu'elle est ici et maintenant, c'est un progrès du droit des femmes, une liberté supplémentaire à la conception. Comment vous réagissez ? Alors, il est tout à fait différent que des situations existent. En effet, les femmes ont toujours trouvé les moyens d'avoir des enfants entre guillemets sans père, ou que la loi organise et institutionnalise la même situation. C'est-à-dire que si une femme fait le choix d'avoir un enfant entre guillemets seul, ça la regarde et elle expliquera le moment venu à son enfant pourquoi il n'a pas de papa. Mais là, elle demande à la loi d'inscrire dans le code civil que cet enfant n'aura pas le droit de rechercher son père. Et à partir du moment où la loi est sollicitée, eh bien c'est de la responsabilité du législateur, de la société, de peser la demande au crible du respect des droits de tous et d'assurer l'équilibre entre le respect des différents protagonistes. Il est prévu de lever d'anonymat. Oui, alors, pour la première fois, enfin, l'enfant est pris en considération, ses droits, son intérêt, ses besoins. Donc ça, c'est là un progrès. Mais est-ce que c'est suffisant ? Qui peut raisonnablement croire que le nom et le prénom du donneur à la majorité de l'enfance, et bien tard, pourrait compenser toute une enfance, une adolescence et ensuite toute une vie sans père ? Mais je crois que Valérie Depaille, vous avez l'impression qu'on nie, qu'on efface le père, non, que la figure du père disparaît. Non, pas du tout. Simplement, aujourd'hui, la famille est multiforme. Il y a des familles avec un papa et une maman, des familles avec deux mamans et des familles avec une maman et des familles avec deux papas via l'adoption. Alors, oui, c'est un progrès. En tout cas, c'est une liberté qui est donnée de choisir son mode de vie. On est quand même à 6 ans de 2013, de la proclamation de la famille homoparentale. Enfin, de la proclamation, oui, de l'égalité entre les couples de même sexe ou non, on est dans une logique. À la fois, on a reconnu la famille homoparentale et à la fois, les femmes ne feront qu'accéder à une technique qui est admise depuis longtemps pour les couples de même sexe. C'est là où il n'y a pas de révolution pour moi. Vous voyez, il y a juste une adaptation. Voilà. Aude Mirkovic, l'adoption pour un homme seul d'un enfant ou pour une femme seule d'un enfant existe déjà. C'est quoi la différence avec la PMA pour toutes en définitive par rapport à cette absence du père ou de la mère ? L'adoption d'un enfant par une personne seule est déjà une mesure, que ça fait longtemps qu'on l'explique, qui devrait être repensée parce que l'adoption c'est une institution qui est au service de l'enfant, qui vise à donner à l'enfant des parents et qui n'est pas là pour fournir des enfants à des personnes qui n'en ont pas. Si ça contente les parents adoptifs, et bien évidemment que c'est tant mieux, tout le monde s'en réjouit, mais l'adoption est au service de l'enfant. Et dans la
mesure où la société aujourd'hui a la possibilité de proposer à tous les enfants en attente d'adoption des parents adoptifs père et mère, les deux, elle doit le faire. Et c'est une injustice à l'égard des enfants que certains soient adoptés par une personne seule. Vous laissez entendre que le bien-être de l'enfant est remis en question par cette évolution en fait, de la loi. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'il y a des études qui montrent que adopter un enfant en étant célibataire ou recourir à une PMA en étant seul ou avec une femme du même sexe, évidemment, est-ce que c'est nuisible à l'enfant? Est-ce qu'on peut parler d'une nuisance finalement sur le développement psychiatrique, psychique de l'enfant? Bon, alors déjà, premièrement, le respect des droits d'autrui n'est pas assujetti au fait que la violation entraîne une maltraitance. Hein. Je veux dire, donc déjà, l'enfant a des droits. La Cour européenne des droits de l'homme dit que chacun a le droit de connaître son ascendance et à l'établissement juridique de sa filiation. On n'a pas demandé que la preuve soit apportée que l'absence de filiation mettait la personne en état de dépression. Par ailleurs, sur la question des études, l'Académie de médecine, la semaine dernière, a encore dit, comme l'avait dit le comité d'éthique avant, qu'elles ne sont pas fiables dans la mesure où elles s'adressent le plus souvent, elles concernent le plus souvent des enfants qui n'ont pas atteint l'âge des questions existentielles. Et franchement, Valérie Depade, là-dessus, sur la fiabilité de ces études, est-ce qu'on peut... Non, je pense qu'il y a des études américaines. Évidemment, nous, on n'en a pas, puisque jusque-là... les familles étaient trop peu nombreuses. Non, je pense que les études américaines montrent que tout se passe bien. Et pourquoi aujourd'hui dans notre société, c'est ça la question. Est-ce qu'on est certain qu'il faut un père et une mère pour que l'équilibre de l'enfant soit meilleur? Moi, je vais vous dire non. Non. Voilà. Je crois que ce qui est important... Ça, c'est un argument que vous oppose Valérie. Et vous, au contraire, vous, c'est... écoutez, moi je vois la structure familiale dont on dit pour certains qu'elle est archaïque aujourd'hui. Alors écoutons la première génération des enfants issus des dons de sperme. En 1994, quand on a légalisé le don de gamètes, on a voulu croire, avec certainement de bonnes intentions, que la biologie était indifférente en matière de filiation et que la seule chose qui comptait pour l'enfant, c'était d'avoir été désiré et d'être aimé. Aujourd'hui, ces jeunes qui sont issus des dons de sperme ont été désirés, ont été aimés. Aucun se plaint d'un manque d'amour. Hein. Et pourtant... ils expliquent que c'est pas si simple et qu'être issu de quelqu'un, quand bien même on l'appellerait donneur, ça n'est pas indifférent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils recherchent leur donneur. Oui, ils demandent à connaître l'entière histoire qui est la leur. C'est comme un puzzle à laquelle il manque une pièce, celui de l'identité de leur donneur. Ils demandent à le connaître tout en disant tout va très bien par ça. Donc une fois qu'on rajoute cette pièce, et c'est ce que fait le législateur en ce moment, ces personnes, puisque ce ne sont pas des enfants, ne sont plus des enfants, n'ont plus de problème. Enfin, elles le disent elles-mêmes. Elles se sentent complètes. Alors, j'ajouterais quand même que je viens de lire le dernier livre d'Arthur Kamal-Zen sur le sujet. Ah ben, je l'ai entendu hier. Voilà. Et bien lui, il disait bien l'année dernière, quand il a recherché son donneur et qu'il l'a retrouvé, je ne cherche pas un père j'en ai déjà un. Voilà. Il l'a dit à la télévision, etc. Il a écrit un livre dans lequel il explique qu'il s'interdisait d'appeler cet homme qu'il a rencontré, avec lequel il a tissé des liens. Il ne pouvait pas s'empêcher, c'était plus fort que lui. Il a voulu connaître la famille biologique de cet homme, etc. Et la dernière page de son livre, il dit finalement, c'est mon père biologique. Donc en réalité, père on a biologique, géniteur. Oui, le père biologique, il y a un lien avec la paternité. D'ailleurs, s'il n'y avait pas de lien avec la paternité, pourquoi est-ce que les jeunes issus de ces dons s'appellent entre eux frères et sœurs biologiques? Si demi-frère, demi-sœur. Demi, en effet, qui sont demi. Justement, là, on voit bien que le demi fait allusion à quoi? À l'élément biologique. Hein, donc, la filiation, certes, ne se réduit pas à un lien biologique, mais on ne peut pas dire que le lien biologique n'est rien et que l'écarter, finalement, serait indifférent, ne serait pas une injustice pour l'enfant. Valérie Depade? Je ne vois pas en quoi ce serait une injustice. L'institution de l'adoption existe depuis longtemps. Enfin, un enfant peut tout à fait s'épanouir sans être élevé par son géniteur, heureusement. Et ça, c'est justement tous les progrès qu'ont fait la psychanalyse, la psychologie, l'anthropologie, les découvertes anthropologiques, on le sait. Ce qu'ont besoin les personnes dans la mesure du possible, c'est pas toujours possible avec l'adoption, c'est de savoir d'où elles viennent. Voilà, il semble que ce soit un besoin qu'on a tous. Mais là, le législateur est en train de remédier à cette situation. Donc c'est juste permettre à des couples d'avoir un enfant qui connaîtra ses origines. La connaissance des origines est loin de combler le vide existentiel créé par l'absence de père et fille. L'adoption, c'est une mesure réparatrice à une situation de manque pour un enfant. Donc ce que l'adoption répare, le fait que l'enfant n'ait pas de parents, la PMA le provoque, l'absence de père, donc on ne peut pas comparer les deux. L'adoption n'a jamais privé un enfant de quoi que ce soit, et certainement pas ni de son père ni de sa mère. Elle intervient au profit d'un enfant qui a été privé de ses parents par les malheurs de la vie. Et là, avec le projet de loi, on va organiser l'effacement délibéré du père pour mettre l'enfant en situation d'être disponible pour réaliser le projet d'autrui. Oui, si c'est une injustice. On ne l'efface pas, le père. Dans certains cas, il n'y en aura pas. C'est une nouvelle forme de famille. La famille aujourd'hui est plurielle.
C'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y ait pas de père, on n'efface personne. Je crois que c'est Boris Cyrulnik qui mettait en avant l'idée qu'un tiers au sein d'un couple, au sein d'une famille, peut représenter, peut incarner la figure du père. Il parlait de la grand-mère qui élève un enfant avec la mère de l'enfant et qui pourrait faire office de père, entre guillemets. Mais bien sûr, la société a changé. Et vraiment, ce projet et cette évolution, pour moi, ne fait qu'entériner, ne fait qu'ajuster. Aude Mirković, par rapport à ce raisonnement tenu par Boris Cyrulnik. Alors écoutez, si un enfant peut se contenter d'une figure paternelle dans son entourage, moi je dis pourquoi est-ce qu'un adulte ne pourrait pas se contenter d'une figure d'enfant dans son entourage? Un petit-neveu, un filleul auquel il pourrait décréter de l'affection. Mais il ne s'agit pas forcément d'une figure paternelle. Ah, mais bah oui, et ben alors dans ces cas-là, il faut changer la Convention des droits de l'enfant qui dit que l'enfant a le droit de connaître ses parents dans la mesure du possible, et on estime que ses parents. Mais lorsque les parents sont 2 femmes, 2 hommes, ou une seule femme ou un seul homme, eh bien, il connaît ses parents. Le texte ne dit pas ceux qui ont l'intention d'être ses parents, sinon ça revient à vider de sa substance le droit de l'enfant, et ça fait de l'enfant ses parents. Une personne disponible pour le droit à l'enfant d'autrui. Je comprends bien, mais l'enfant né dans un couple de femmes, enfin d'ici quelques mois, sera élevé par ses parents. Il n'en aura pas d'autre. Il y aura un géniteur, mais il sera élevé par ses parents. Vous dites que le géniteur n'est pas un parent, mais lui, il est tout à fait possible qu'il recherche un père. Alors, là, on joue sur les mots. Tout dépend ce qu'on met dans le terme de parent. Si le parent, c'est celui qui élève, qui éduque, qui aime, qui est attentif, ce n'est pas le géniteur. Le géniteur, c'est celui qui fait ce que Carbonnier appelait un don d'hérédité. Aude Mirković, combien de personnes sont concernées aujourd'hui par la PMA en France? 800 000 naissances en France, combien sont issues de procréation médicalement assistée? Et dans ces procréations-là, combien sont issues de dons de gamètes? Alors, il y a 3% des enfants qui sont issus de PMA et 0,16% qui sont issus de donneurs. Ça correspond en nombre, si on chiffre, à combien de personnes aujourd'hui? À peu près 20 000. Oui, je crois, il y a à peu près 70 000 personnes. Mais le don de gamètes, déjà tel qu'il existe aujourd'hui, par exception, est déjà problématique. Et au lieu de tirer les leçons de l'expérience qu'on a, maintenant, on s'apprête à généraliser le don de gamètes, que tout à l'heure, je disais que la PMA va s'adresser aussi aux couples fertiles, et y compris avec donneurs, puisque dans la foulée, le projet de loi ouvre le don de gamètes dans les 2 côtés, côté paternel et maternel. Parce que pour un enfant, qui va devenir grand après, le fait d'être issu d'inconnus, l'information à la majorité, ce n'est pas suffisant. Le fait d'être privé d'une part de sa généalogie, de ne pas pouvoir s'inscrire comme ça dans cette lignée, eh bien, est une souffrance. Les gens qui sont nés sous X l'expliquent, mais très bien. Parfois, ils ont très bien réussi leur vie, ils ont eu un bon métier, une belle famille, et ils disent « ça a été toute ma vie un poids, une chape de plomb ». Si je peux me permettre, ce qu'ils disent aussi, les enfants adoptés, c'est qu'ils ont été abandonnés et que ce sentiment d'abandon leur colle à la peau. Là, on est dans le cas inverse. Ce sont des enfants ultra désirés et qui n'auront pas de passé, qui n'auront toujours vécu qu'avec leurs parents qui les ont désirés. Justement, on va leur gommer ce passé, leur quel origine. Passé une part de leur généalogie, leur part paternelle. Pas de leur généalogie, de leur génétique, de leur origine génétique. Ils vont s'inscrire dans la généalogie de leurs parents, j'insiste, ceux qui vont les élever. Il y a une part de génétique qui jusque-là était inconnue et qui va se lever. On ne peut pas ignorer aujourd'hui que de nombreuses femmes partent à l'étranger recourir à des actes de PMA pour pouvoir faire un enfant, fabriquer un enfant, ou qu'elles soient seules, ou qu'elles soient en couple. Ces femmes, elles partent sur l'Espagne, sur la Belgique, la République tchèque, pour bénéficier de ces dons de gamètes. On estime à combien le nombre de femmes qui quittent la France pour aller fabriquer ça, des enfants on n'a pas de chiffre exact, puisque par définition... On estime que c'est environ 2 à 3 000 personnes à peu près? Oui, je crois. Comment on remédie, si je puis me permettre, à ce départ à l'étranger? Personne n'est obligé d'aller en Belgique faire une PMA. Elle fait le choix d'aller en Belgique. C'est son choix. Mais je veux dire, comment on remédie à ça? On peut faire Vous ne pouvez pas le nier aujourd'hui qu'il y a des femmes qui partent à l'étranger. Tout à fait. Ça exerce une pression certaine sur le législateur français, mais aucune obligation. Aujourd'hui, on peut faire quelque part dans le monde presque tout. Je peux aller me faire un bébé génétiquement modifié en Chine. Alors, est-ce qu'on va légaliser ça en France? Une femme de 68 ans en Espagne, où vont des femmes françaises, a recouru à une FIV pour avoir des jumeaux. Elle est décédée 3 ans plus tard. Alors, est-ce qu'on va organiser en France la PMA pour le 3e âge? Parce que le 3e âge français est obligé d'aller en Espagne faire des PMA. Enfin, je veux dire, non, c'est l'honneur de la France. Vous savez bien que si elles vont à l'étranger recourir à ce type, c'est parce que la loi ne leur permet pas d'une part, et aussi parce qu'il y a un manque flagrant de gamètes. Oui, mais je comprends ce que dit Aude. Mais justement, aujourd'hui, la question est de savoir si on a une véritable raison pour refuser
cet accès à l'AMP aux femmes. Oui. Voilà. Et à mon avis, on n'en a pas. On en a pour refuser qu'on ait un enfant génétiquement modifié, parce qu'on sait que c'est dangereux pour l'avenir. On en a pour refuser à une femme de 70 ans de faire un enfant, parce qu'on sait que cet enfant ne sera pas élevé dans les meilleures conditions. Quelle raison est-ce qu'on a de refuser aux couples de femmes reconnus par la loi, autorisés à se marier depuis 2013, une technique qui est normalisée aujourd'hui? Je ne vois pas. Voilà. Je ne vois pas. Cet enfant, surtout dans un couple de femmes, aura 2 parents. Donc la triangulation dont parle souvent Geneviève de Perceval, qu'elle juge importante, est là, l'équilibre est là. Lorsque c'est une femme seule, on sait aujourd'hui que les femmes ont changé, elles sont autonomes. Le temps où elles ne pouvaient pas signer de chèque est loin, et elles savent élever un enfant. Est-ce qu'on va pas... Elles le font très souvent. Évidemment, enfin, on le voit bien quand on parle des divorces, des statistiques et des chiffres, les femmes, très souvent, élèvent seules leur enfant. Sur le don de gamètes et la pénurie qui existe en France par rapport à ça, est-ce que l'ouverture de la PMA à toutes les femmes ne va pas intensifier on sait que non. Rallonger le temps d'attente pour les femmes? On sait que non, parce que comme on est un des derniers pays à maintenir l'anonymat, on a l'expérience des autres. On sait que ce qui va peut-être se passer, c'est une légère diminution dans les premiers temps. Et puis, les taux remontent avec un changement de profil des donneurs. C'est vrai que les donneurs savent qu'un jour, ils vont se présenter, ou en tout cas que l'enfant souhaitera connaître leur nom. Donc, les profils changent. Ce sont des donneurs généralement plus âgés, plus sensibilisés par la vie. Arthur Kermalvézen, hier, disait justement qu'il attendait que la loi passe pour être donneur. Voilà. Vous parlez des donneurs masculins. Les dons d'ovocytes en France connaissent une pénurie plus forte que les dons de sperme. Oui, parce qu'ils sont plus rares, plus invasifs. Le recueil est plus invasif. Le parcours est compliqué. D'ailleurs, il n'est pas indemnisé en France. Il l'est en Espagne. On parle d'un marché en Espagne sur la PMA. On indemnise les femmes, je crois que c'est à hauteur de 900 € parce qu'elles ont un parcours, les donneuses, un peu compliqué. Elles ont des traitements hormonaux. Elles ont on les expose à des risques significatifs, tout à fait. Des ponctions d'ovocytes qui nécessitent certaines fois des anesthésies générales. Est-ce qu'il est question à moyen, long terme qu'on indemnise aussi les donneuses en France pour éviter la pénurie de dons d'ovocytes? Alors en Espagne, les donneuses sont rémunérées. Donc en fait, ce sont des vendeuses, parce qu'un donneur rémunéré, ça s'appelle un vendeur. Elles sont rémunérées 900 €. La Belgique, elle indemnise seulement ses donneuses 2000 €. C'est là qu'on voit en fait l'artifice de... Pourquoi vous faites cette nuance entre les 900 € de l'Espagne et les 2000 € de la Belgique? Quand on est rémunéré en Espagne, on est rémunéré 900 €, mais si on est donneuse indemnisée en Belgique, on gagne 2 fois plus, même plus de 2 fois plus. Je ne comprends pas cette distinction que vous faites. C'est pour dire qu'en réalité, là où la gratuité est prétendue, elle n'existe pas. En Belgique, les donneuses sont rémunérées. Elles sont même mieux rémunérées que les vendeuses espagnoles. Oui, mais vous ne considérez pas que cette indemnisation, ou cette rémunération, comme vous l'appelez, elle compense aussi le parcours compliqué des donneuses? Alors, ce que je relève ici, c'est que la gratuité à long terme est illusoire. Et c'est le comité d'éthique qui l'explique dans son avis, c'est que partout où la PMA a été élargie, eh bien, le besoin de gamètes fait qu'on rémunère les donneurs, qui deviennent des vendeurs. La Belgique a maintenu la gratuité, elle achète 90% de son sperme au Danemark. Le Canada a maintenu la gratuité, il achète 90% de son sperme aux États-Unis. Alors la France va peut-être maintenir la gratuité pour la galerie, mais on va acheter à qui le sperme? Il va falloir, au bout d'un moment, rémunérer. Et comme dit encore le comité d'éthique, si on rémunère les gamètes, pourquoi pas les organes? Parce qu'il y a aussi une pénurie et en plus, il y a des gens qui en ont besoin pour vivre. Donc voilà. Valérie, l'indemnisation d'une femme donneuse ou d'un donneur, non, je crois qu'on en est très loin. Je crois qu'on en est très loin parce qu'il y a problème par rapport à ça. Les grands principes qui gouvernent tout le droit de la bioéthique, et notamment celui de non-patrimonialité qui interdit qu'on donne une valeur financière aux éléments du corps humain. C'est un principe essentiel en droit français. Je crois qu'il existe une sorte de constitution de notre loi relative à la bioéthique à travers quelques grands principes et qu'on n'est pas prêt de toucher à ce principe-là. Il existe une bioéthique à la française et ça, c'est un de ses fondements. Ça va permettre d'ouvrir sur l'effet domino qu'opposent les opposants à la PMA par rapport à la GPA qui pourrait de façon automatique naître de cette autorisation de la PMA pour toutes. Je vais juste vous livrer les témoignages des internautes. Il y a Olivia qui nous suit. Merci de nous suivre, Olivia. Je suis contre la PMA pour toutes et ce d'autant plus que c'est en fait pour aller vers la GPA. On va l'évoquer dans quelques instants. Tout ceci pour satisfaire égoïstement les envies des adultes. A contrario, Pierre exprime son enthousiasme. Bravo pour une belle avancée. Jean-Pierre dit 75 députés étaient présents dans l'hémicycle au moment du vote. 55 se sont exprimés pour la mesure, 17
contre la mesure, la PMA pour toutes, mais où étaient les autres et comment un système démocratique peut-il admettre que c'est une loi votée démocratiquement? Effectivement, c'est une question que beaucoup de gens se sont posées sur le manque de députés dans l'hémicycle le jour du vote. Ça m'a étonnée parce que... Voilà, honorer, on n'a pas le temps de commenter cette partie-là, mais honorer la GPA devient possible avec la PMA. Il suffira de dire que c'est une PMA et de s'arranger sur l'affiliation. Ironie du sort, ce sera remboursé par la sécurité sociale. Effectivement, la PMA pour toutes sera... l'égalité. Voilà, par rapport à celle qui existait jusqu'à présent. Égalité avec les malades dont les soins sont déremboursés, j'imagine. La PMA jusqu'à présent était remboursée par la sécurité sociale, même pour celles qui allaient faire une PMA à l'étranger. C'est déjà une vraie question, hein, dans la mesure où la majorité des soins voit la prise en charge reculer de toutes parts. La prise en charge à 100% de la PMA est déjà problématique au regard de l'égalité dans l'accès aux soins. Je voudrais répondre sur la GPA. On va y aller tout de suite sur la GPA, puisqu'effectivement, certains estiment qu'il y aura réciprocité automatique. Oui. Qu'en pensez-vous ? Alors, non, je pense que ça n'a rien d'automatique. Je ne dis pas que ça n'arrivera jamais, mais je dis que ça n'a rien d'automatique. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre aux couples de femmes, reconnus par la loi depuis 2013, une technique ouverte aux couples hétérosexuels depuis des dizaines d'années. La GPA est une technique interdite. Donc, c'est là où les choses changent, parce qu'on estime, pour l'instant, que cette technique risquerait d'attenter à la dignité, qui est le principe fondamental sur lequel repose tout notre droit de la biomédecine. Donc non, ça n'a rien à voir. La seule solution qu'on aurait eue, c'est de dire « Ah ben, puisqu'on ne peut pas pour les hommes, on ne le fait pas pour les femmes ». Enfin, vous voyez, c'est un raisonnement de cours d'école. On peut le permettre aux femmes parce que cette technique est reconnue comme éthique, alors que la GPA, pour l'instant, ne l'est pas. Donc, vous voyez, il y a là une fracture qui n'est pas prête, à mon avis. Aude Birkovitch, pourquoi les opposants à la PMA pour toutes avancent cet argument-là en rapport avec les GPA en disant « les couples d'hommes homosexuels demanderont la réciprocité » sachant que ça ne peut pas être fait. Je suis d'accord avec Valérie, ça n'est pas automatique. Je dirais, en gros, nous sommes un pays libre, les responsables et les décisions sont prises. Il n'y a pas d'obligation. Maintenant, la promesse qu'il n'y aura pas de GPA serait un peu plus crédible si déjà l'interdiction actuelle de la GPA était mise en œuvre. Hein, aujourd'hui, on a devant les tribunaux des gens qui viennent de GPA réalisés à l'étranger. Il n'y a absolument aucune mesure qui soit prise pour dissuader les Français d'aller faire des GPA à l'étranger, et y compris en France, la répression est quasi inexistante. Est-ce que ça ne veut pas dire que justement le débat doit être posé et qu'il faut avancer sur cette question-là pour baliser justement Pourquoi ne pas ouvrir un débat sur l'esclavage aussi? Après tout, en Libye, il y a des ventes d'esclaves, donc pourquoi ne pas ouvrir des débats? Là, on est sur une question que beaucoup de gens, à qui ça fait peur, la GPA fait peur, elle met en question, j'imagine, des choses qui vont au-delà de la simple procréation médicalement assistée. Cette question de la GPA où c'est une femme qui porte l'enfant d'un couple et qui remet l'enfant à ce couple qui avait envie d'un enfant, ça pose question, effectivement. Est-ce que ce débat, aujourd'hui, en l'état, ne doit pas être posé justement parce qu'il y a des abus, selon vous, et parce qu'il y a des enfants nés de GPA à l'étranger qui vivent et qui sont reconnus en France? Alors, moi, évidemment qu'ils sont reconnus. Enfin, je veux dire, ils existent. Non, mais ils n'ont jamais été des fantômes de la République. Ça, c'est une pure invention. Ça n'a jamais existé. Hein. Ils ont toujours eu au moins l'état civil d'origine. Des sans-papiers. Non, pas du tout. Ils ont toujours eu leur acte de naissance américain, indien ou autre, qui est un état civil, qui a pu être produit. L'autorité parentale des parents d'intention n'a jamais été remise en cause. Donc, la PMA, la gestation pour autrui, on ne l'encadre pas, on la combat. C'est-à-dire que voilà, donc nos politiques affirment que Emmanuel Macron, le premier, que la gestation pour autrui est contraire à la dignité des femmes, c'est de la marchandisation du corps des enfants. J'applaudis des deux mains. Mais j'aimerais bien que des mesures pour lutter efficacement contre la gestation pour autrui soient mises en œuvre. Parce que la dignité des femmes étrangères, elle n'est pas moindre que celle des Françaises. Comment ça peut être mis en œuvre de façon éthique, moi je crois, efficace, on va dire. Oui, ce que je crois, c'est que cette question de la GPA et des enfants qui vivent en France avec des parents français, c'est la preuve qu'aujourd'hui, on ne peut plus raisonner en termes de droit franco-français. Voilà, parce que les techniques passent les frontières. La portée de la loi s'arrête à nos frontières, mais les techniques, elles, passent les frontières. Donc je pense qu'il faut une réflexion plus globale. Et moi, je crois qu'évidemment, on ne va pas demander aux pays qui pratiquent la GPA de cesser de la pratiquer, puisque ça se passe très bien dans la majorité des pays. Je pense aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, à la Grèce. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. En tout cas, les études le disent. Je crois en revanche à une convention internationale, genre convention de La Haye, pour éviter justement les cas inadmissibles, parce qu'il y en a aussi, évidemment qu'il y en a aussi. Mais comme il y en a pour les dons d'organes, vous avez des États où malheureusement
il y a trafic d'organes. Donc moi, je crois beaucoup à une entente internationale. Je crois que... Donc ça veut dire que la France, elle ne peut pas juste fermer les yeux en se disant voilà. on va faire du cas par cas pour ce qui existe aujourd'hui. Mais nous, de toute façon, ces enfants, on n'a pas d'autre choix que de leur assurer les mêmes droits qu'à n'importe quel citoyen français. Ce n'est pas un choix. L'intérêt de l'enfant prime. En revanche, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on travaille ensemble, entre États, pour arriver à une convention, parce qu'on sera plus forts ensemble, qui permette de respecter tant les droits des femmes que des enfants dans la pratique de la GPA, parce que c'est possible. Non, c'est impossible de respecter la dignité des femmes et les droits des enfants. Les enfants font l'objet d'un acte de cession. On pourra encadrer ça comme on voudra, ça restera un acte de disposition et c'est la prérogative par excellence du propriétaire. Et c'est comme ça qu'on définit les esclaves. Oui, ça c'est du droit dur. Voilà. Moi, ce que je dirais, c'est que l'histoire de la GPA, c'est à un moment... Alors, prenons un couple hétérosexuel dont la femme a une déficience utérine. Une femme va aider ce couple à réaliser le projet de sa vie. Voilà, je crois que c'est ça, la GPA. Elle va prendre le relais de la femme qui ne peut pas le faire pour lui apporter ce qui va donner du sens à sa vie. Voilà, c'est pas forcément... Je vais vous demander de conclure, Aude Mirkovic. Avec un argument fort juste pour conclure cette émission. Sur la gestation pour autrui ? Pas sur la gestation pour autrui, on va laisser ce sujet-là. Sur la PMA pour... C'est l'honneur de la France, justement, de s'être dotée d'une législation exigeante qui refuse de soumettre l'humain au marché de l'industrie de la procréation. Et j'espère que nos députés seront à la hauteur de la situation. Merci, Valérie Depade. Et moi, je trouve que la société bouge, qu'elle avance, qu'on assiste à un moment passionnant et j'espère qu'il y aura beaucoup de nouvelles familles heureuses. Merci à toutes les deux d'avoir été mes invités aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. On va vous donner quand même les résultats du sondage et de la question que vous posez sur Twitter. Selon vous, la PMA pour toutes est-elle un progrès ? Et vous êtes 68%, 68% à nous dire que c'est non. Ce n'est pas un progrès selon vous et 32% à nous dire que oui. Merci encore de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Figaro Live.